Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo consacrée aujourd'hui au Wild 2026, le tout dernier enduro de la gamme espagnole Orbea. Alors vous savez que je suis un adepte des Wild, c'est mon troisième de suite et je pense que ça va pas s'arrêter là. Et même cette année, j'ai la chance de pouvoir en avoir deux, puisque un premier avec certaines options que j'ai choisies, entre autres les suspensions, le moteur, on verra ça en détail tout à l'heure au niveau de l'équipement, puis un deuxième avec un moteur CX Performance tout court et je dirais stock d'origine. Donc on verra s'il y a vraiment lieu de choisir ces options coûteuses ou non. Alors permettez-moi un tout petit mot quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'agacent un petit peu sur les réseaux sociaux en ce moment, et depuis déjà un certain temps. Une précision qui a son importance. J'achète mon matériel. J'ai toujours refusé et le sponsoring et d'être ambassadeur. On m'a proposé plusieurs fois un certain nombre de conditions très particulières. Je ne veux pas. Je veux rester totalement indépendant. Je suis fier de l'être. J'achète mon matériel. Je le revends bien sûr. Je ne peux pas tout garder, mais c'est de cette façon-là que je suis tout à fait honnête avec vous. Je ne me vois pas recevoir du matériel en don et puis dire « Ah ben non !» La marque m'a juste donné le matériel, mais ne sponsorise pas la vidéo et je suis tout à fait honnête avec vous. Moi, je sais pas faire. Quand on me donne quelque chose, je suis reconnaissant. Bref, cette petite aparté terminée, on va immédiatement passer sur le descriptif de ce très très beau vélo que j'adore. De toute façon, j'ai toujours aimé les Wild. Il n'y a aucune raison que ça déroge encore cette année pour le millésime 2026. Alors cette année, comme les autres années, j'ai choisi le modèle M10, mais optionné. Pourquoi ce modèle M10? Parce que déjà le prix est conséquent, hein, on est aux alentours de 8500-8600 euros sans les options. On a quand même un équipement pléthorique sans aller dans l'excès. Les modèles supérieurs, il y a encore deux modèles au-dessus du M10 avec des prix qui avoisinent pour le premier 10 000 euros et le second 12 500. J'estime que pour aller jouer dans la boue et dans les chemins, ça fait quand même une somme déraisonnable. Donc je me suis cantonné, si je puis dire, et j'ai beaucoup de chance, à ce modèle-là. Alors faisons un petit tour rapide de l'équipement. C'est un modèle enduro. Un modèle enduro, ça veut dire quoi? Ça veut dire grande suspension, 170 mm de débattement à l'avant et à l'arrière, avec les Fox soit Performance, soit les Fox Factory, puisque moi j'ai pris l'option Factory. Donc on a ce qui se fait de mieux au niveau des suspensions, avec un réglage, et j'insiste, j'ai fait une vidéo de présentation avec mon copain Alexis de Cycle Expresso sur le réglage des suspensions. Allez la voir, je vous la mets en lien. C'est super important. C'est pas la peine d'avoir des suspensions aussi perfectionnées avec autant de réglages et ne pas les régler. Vous allez détruire l'équilibre du vélo et vous ne ferez pas plaisir. Alors que c'est un vrai bonheur d'avoir des suspensions bien réglées et c'est tellement confortable et efficace que quand on y a goûté, on ne revient pas en arrière. Voilà pour les suspensions. Le cadre ne bouge pas par rapport au millésime précédent. C'est toujours un full carbone. La géométrie est exactement la même. Vous l'avez en ce moment à l'image. Petite nouveauté cette année, nous avons un écran incorporé dans le cadre et cet écran, c'est tout simplement un Kiox 400, un compteur que l'on pouvait auparavant mettre sur le cintre et qui là fait partie de la dotation de série de ce très beau vélo et c'est une très bonne idée. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations, à la fois en cadence, en puissance, en distance, en moyenne, bref, même en navigation. Puis si vous voulez le connecter avec votre smartphone, vous pouvez aussi naviguer avec ce Kiox 400. Donc moi j'ai quand même mon Garmin au-dessus pour avoir enregistré les données et pouvoir les transférer plus facilement sur Strava, mais on peut faire pratiquement la même chose avec le Kiox 400 et le coupler à son smartphone. Quoi d'autre au rayon des nouveautés? Nous sommes toujours avec le groupe Shimano XT pratiquement complet, pratiquement parce qu'il y a toujours cette petite manette SLX qui vient un petit peu tromper son monde. Rassurez-vous, hein, c'est pas une manette XT, mais c'est tout aussi efficace. Je trouve ça toujours un tout petit peu mesquin de rabioter quelques dizaines d'euros ou quelques euros sur une manette SLX au lieu d'une manette XT. Peu importe, ça marche bien, on est content.
Les freins sont les nouveaux freins XT avec là aussi tout un descriptif que Alexis nous a fait dans la vidéo précédente. Ce sont des nouveaux freins qui ont une attaque un petit peu plus franche tout en ayant une plus grande progressivité, une plus grande efficacité. Ne me demandez pas comment les ingénieurs de Shimano font ça, mais dans la réalité ça fonctionne. C'est des petites touches comme ça qu'ils rajoutent et qui nous permettent d'avoir un vélo qui d'une année sur l'autre devient encore plus efficient et encore plus agréable. Pour le reste, l'équipement est exactement le même que l'année dernière. On a les DT Suisse 1900 en jante et les pneus sont les bons Maxxis Mignon et Assegai qui sont tous les deux en 29. Petite précision, on peut opter pour un montage mulet, 27,5 à l'arrière, 29 à l'avant. Moi je l'ai testé sur d'autres vélos. Sincèrement, je n'y trouve aucun avantage. Je ne comprends pas pourquoi on fait ce montage-là. J'ai pas gagné de maniabilité. Les deux roues en 29 me paraissent déjà plus équilibré et me permettent aussi d'avoir un franchissement qui me semble un peu meilleur. Alors revenons, si vous le voulez bien, sur les options que j'ai choisies cette année. Donc, je suis passé sur les suspensions les plus évoluées à notre disposition dans la gamme Fox, à savoir les Fox Factory, avec à chaque fois un traitement Kashima. C'est ce qui donne cette couleur bronze sur les deux suspensions, la fourche et l'amortisseur. Alors c'est une petite coquetterie de ma part, je le concède bien volontiers, je trouve ça absolument superbe et bien en accord avec le coloris du cadre, donc j'avais envie de me faire ce petit plaisir. Le traitement Kashima est aussi là pour faciliter un petit peu le coulissement des suspensions, c'est un revêtement qui coulisse encore plus facilement que le revêtement standard. Une fois de plus, je vais être honnête, moi j'ai jamais vu ou ressenti la moindre différence. Par contre, ça donne accès aussi au Flotte X2 qui a au niveau de l'amortisseur un volume plus important et ça par contre c'est un gage de fiabilité. On sait qu'il y a eu des petits soucis avec le X tout court et les versions précédentes, donc a priori ça c'est résolu et ce volume plus important permet aussi d'éviter les échauffements si vous faites vraiment du bike park intensif ou des très longues descentes avec vraiment en faisant travailler beaucoup vos suspensions. Cette petite coquetterie m'a quand même coûté la bagatelle de 700 €, 350 à l'avant sur la fourche et pareil sur l'amortisseur, donc c'est quand même pas négligeable. Et puis la deuxième option, alors là c'est absolument pas une coquetterie, j'ai choisi le moteur Bosch Performance CX R, R comme Race, qui est le moteur de course de compétition développé par Bosch, qui est censé avoir à la fois un comportement un petit peu plus efficient, un petit peu plus nerveux, et puis un poids très légèrement inférieur et un refroidissement également qui est un petit peu meilleur du fait des carters en magnésium qui conduisent excessivement bien la chaleur et qui réduisent aussi le poids. Qu'est-ce que j'ai choisi d'autre? Oui, j'ai rallongé un tout petit peu ma potence de 1 cm, de 10 mm, parce que je me trouvais un petit peu trop droit sur les géométries classiques, donc j'ai choisi 10 mm de plus au niveau de la potence. Ça, c'est gratuit, cadeau de chez Orbea. Voilà pour la présentation. Eh bien, ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite sur le terrain. On va faire deux boucles, comme d'habitude, une boucle en mode éco, et puis à l'opposé, je ferai aussi une boucle en mode turbo. Alors turbo, pas en race, parce que turbo, je veux comparer avec tous les autres moteurs et vélos que j'ai eu de façon à pouvoir avoir quelque chose qui soit le plus comparable possible. Donc le mode race n'est accessible que sur ce moteur très spécifique, c'est la première fois que j'ai un CXR, donc je ferai une troisième vidéo pour avoir un peu aussi les différentes consommations et les différentes autonomies dans au moins 4 ou 5 modes, mais pour ce premier essai on va se limiter au mode éco et au mode turbo. Voilà, vous savez tout. Eh bien écoutez, ce que je vous propose c'est de se changer et puis de foncer sur la première boucle, la boucle éco. Allez, on est parti pour cette boucle en mode économique, boucle que vous connaissez par cœur bien sûr si vous suivez attentivement mes tests, ce dont je ne doute pas une seconde. Température fraîche ce matin, 8 degrés à peu près, mais beau soleil, on va se régaler. Je vous rappelle rapidement le paramétrage que j'ai choisi dans l'application Flow pour ce mode économique. Alors pour moi, un mode économique, c'est vraiment celui qui permet d'aller le plus loin possible, d'avoir une autonomie record
et une assistance réduite. Donc j'ai choisi 40 Nm et 400 watts en max. J'aurai l'occasion, comme je vous l'ai dit, de revenir sur les autres modes. Déjà bien sûr sur le mode turbo et le mode race, pour voir ce que ça donne à la fois en perf et en consommation et autonomie, mais aussi sur des modes qui me paraissent très intéressants, parce que ce mode économique, c'est quand même un mode qui demande un bel effort et qui sera peut-être pas tout à fait adapté à la majorité des pratiquants, alors que par exemple un Tour ou un Tour Plus paramétré avec un petit peu plus de couple et de puissance me paraît un très très bon compromis. Alors ne vous étonnez pas non plus de voir moult perches, fixations et caméras sur le vélo, puisque comme j'ai un emploi du temps très chargé, j'étais encore en reportage toute la journée hier avec beaucoup de montage de films à faire. Donc ne vous étonnez pas, je profite aussi de cet essai du wide pour tester plusieurs caméras que vous retrouverez là aussi en test, dont la DJI Nano qui équipe à l'heure actuelle ma potence, mon cintre, et il y en aura d'autres d'ailleurs à suivre. À 21% dans les cailloux, c'est dur. Avec le mode éco comme ça, il faut vraiment mettre tout ce qu'on a et on monte à 5 km/h. Et voilà, 90% de batterie restante, donc 10% consommé, c'est-à-dire 75 Wh envolés pour 395 mètres de D+. Ah ouais, c'est forcément dans la partie la plus pentue que ça arrive, ce genre de choses. Là, c'est la deuxième bosse vraiment difficile du parcours, avec beaucoup de rochers sur lesquels on vient un peu buter quand on n'est pas assez rapide, comme c'est le cas en mode éco avec une pente aussi forte. Et j'ai parcouru 11 km et demi sur ces presque 400 mètres de dénivelé. Voilà, je viens d'atteindre 80% de batterie restante, donc 20% de batterie consommée. Je suis exactement à 870 mètres de D+. C'est en 26 km et demi, c'est pas non plus des pentes extrêmes. Allez, nous voici presque au terme de cette boucle éco. Je suis à je suis à 36 km, 1214 mètres de D+, et 30% de batterie consommée, il en reste 70. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cette boucle en mode éco avec 41,83 km affichés au GPS, 1364 mètres de D+, très exactement franchi, et il reste 65% de la batterie, donc on a consommé un tiers de cette batterie. On va dire que pour une batterie consommée en totalité, on va être aux alentours de 4000 mètres de D+, et le kilométrage sera aux alentours de 120-130 km. Vous voyez que c'est quand même considérable, on peut aller vraiment très très loin en fournissant un effort quand même conséquent. Je le répète, à mon sens, ce n'est pas tout à fait l'utilisation du wild. Il demande vraiment une très bonne condition physique pour l'utiliser comme ça. Je pense qu'avec un mode tour paramétré à, on va dire, 55 Nm et 500 watts, on serait déjà beaucoup plus cohérent et avec beaucoup plus de plaisir pour beaucoup d'entre nous, et avec aussi une économie relativement importante d'énergie qui nous permet déjà de faire des tours très très conséquents. Allez, on est parti pour notre boucle en mode turbo. Donc toujours pareil, même boucle, 42 bornes, à peu près 1350-1400 mètres de D+. Alors, c'est pas un mode que j'utilise très très régulièrement. Je pousse un petit peu le bouchon de temps en temps
avec ce mode de façon à m'amuser tout simplement, à retrouver des sensations de pilotage proches d'une petite moto, et c'est quand même assez génial. Alors petite précision quand même, le mode turbo et le race bien sûr sont des modes tellement performants qu'il y a vraiment des notions de pilotage, de choix de trajectoire, d'anticipation, de freinage, y compris dans des sections où d'habitude avec d'autres moteurs ou d'autres modes d'assistance on passe sans trop réfléchir. Et bien là il faut quand même faire attention et bien anticiper la vitesse à laquelle on va pouvoir passer les obstacles de façon à ne pas se mettre en danger. De la même façon, j'en ai déjà parlé aussi, on a un moteur qui pousse beaucoup puisque l'assistance et dynamisme, j'ai mis +1 sur les deux, en plus bien sûr du paramétrage 100 Nm de couple et 750 watts en crête, en puissance. Donc tout ça est pratiquement à fond. Et donc là, oula, il y a de la rosée ce matin, ça m'arrose copieusement. Donc tout ça, bien sûr, fait que le vélo est extrêmement performant, pousse beaucoup. Le moteur ne se coupe pas juste après le dernier coup de pédale, mais 1, 2, 3 secondes après. Donc dans certains virages, si vous ne coupez pas, si vous n'anticipez pas assez, eh bien vous allez faire un petit tout droit, ce qui peut avoir différentes conséquences, parfois assez désagréables. C'est pour ça qu'on l'aime, ce moteur. Il procure des sensations, vraiment c'est génial, et surtout dans ce mode turbo et le race. Autre chose à prendre en considération, la réduction du bruit sur ce moteur race, elle est notable. C'est vraiment quelque chose qui a été vraiment travaillé par Bosch, et en particulier dans le mode d'assistance le plus puissant, enfin les deux modes les plus puissants, et ils font moins de bruit, ça c'est certain. Alors autre point à prendre aussi en compte, quand vous utilisez le mode turbo et le mode race, pensez à réduire un petit peu la pression sur les pédales pour soulager votre transmission. En crête, on est vraiment sur des puissances très élevées. 750 watts, c'est pas rien. Donc, si vous voulez conserver votre chaîne et votre cassette plus que quelques sorties, pensez bien à faire ça. D'ailleurs, je crois savoir que DJI sur LimeFlow, leur VTT haut de gamme, très puissant lui aussi, ont créé, lorsque on a un changement de vitesse électrique et le groupe qui va bien, ils ont créé une baisse de couple au passage de la vitesse, ce qui me paraît être une très très bonne idée. Mais 133 mètres de D+, dans ce mode turbo, paramétré à 750 watts et 100 Nm, et +1 et +1 en assistance et en dynamisme, eh bien j'ai fait à peine plus de 130 mètres de D+, et j'ai déjà passé 10% de la batterie. Autant vous dire que il va falloir faire vraiment jouer serré, je vais dire, pour réaliser mes 1400 mètres de la boucle. Bon, après, si j'ai épuisé la batterie, je finirai en musculaire, hein, ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai encore mes jambes. Mais pour vous dire, hein, on est sur une consommation, je pense, plus que 3 fois le mode éco que j'avais paramétré sur la boucle éco. Donc voilà, là on a des chiffres réels, comment on peut utiliser son vélo et quelles conséquences ça a sur la consommation et bien sûr sur l'autonomie. Alors avec ce mode, je suis extrêmement vite aux limites donc de vitesse, à savoir entre 25 et 26 km/h. Là je les atteins
sur le plat immédiatement. Bon, en descente, j'en parle pas, mais même en légère montée, j'y suis vraiment très vite. Allez, première grosse bosse franchie à plus de 20%, et je suis à 80% sur la batterie pour 282 mètres de dénivelé. J'ai fait 8 km 40. Et voilà, 70% de batterie restante, donc 30% de batterie consommée pour 450 mètres de D+, et 12,44 km. Allez, je profite de cette petite transition en goudron assez rare dans cette boucle, et pour vous donner le dernier pointage, 60%, 585 mètres de dénivelé et 19 km de parcouru. Ça y est, on a passé le cap de la mi-batterie, si je puis dire, puisque je suis à 50% consommé, donc autrement dit, il reste 50% également, et j'ai accompli très exactement 718 mètres de dénivelé pour une distance de 23,5 km. Donc vous voyez que en à peine plus d'une heure, ça cartonne pas mal quand même. Ah, j'ai continué cette dernière grosse bosse du parcours à fond pour me faire plaisir. Donc le chiffre relevé au milieu de parcours à 40% de batterie restante, 60% de batterie consommée, était donc de 860 mètres de dénivelé pour 26,5 km. Là je suis à 950. Voilà, l'afficheur passe en orange, vous prévient. Pour l'instant il n'y a aucune baisse de puissance, et ces 30%, et ben, c'est 1010 mètres de dénivelé pour un peu plus de 30,8 km. Et voilà, 20% de batterie restante, 80 consommés pour 1150 mètres de D+, 35,6 km. Et au terme de ma boucle, donc 41 km 62, 1322 mètres d'ascension. Donc il me reste très exactement, je vais vous dire ça, 7% de batterie. Donc on va dire que c'est plutôt la moyenne basse de mes précédentes boucles en mode turbo, mais il ne faut pas oublier que là j'ai 100 Nm de couple et 750 watts, alors que dans les précédents modes turbo j'avais 650 watts en crête et 85 Nm. Donc effectivement ce moteur est complètement, comme l'affirme Bosch, efficient, très efficace et assez sobre, parce qu'on a vraiment une aide encore supérieure avec les 100 Nm et les 750 watts. Ça se vérifie dans les grosses montées, où là ça tracte encore un petit peu plus, tout en ayant une consommation très proche, même si on va dire que la moyenne de mes tours en turbo oscille entre 7 et 15% de batterie restante sur cette boucle, sauf une fois où je suis arrivé à sec, à zéro, mais avec une température de l'ordre de 0 degré, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, puisqu'on est plutôt aux alentours de 15 degrés. Donc concrètement, personnellement, si j'avais à choisir, je paramétrais un mode turbo avec simplement 85 Nm de couple et 650 watts, et le mode race pour vraiment là où j'ai envie d'aller très vite, de me faire plaisir, ou pour la course, avec les 100 Nm et les 750 watts, qui là dépotent vraiment, mais sachez bien que déjà à 85 Newton et avec 650 watts, vous êtes déjà très large. D'autant que la plupart du temps, et ça on verra ça dans la conclusion générale, moi j'utilise des modes moins énergivores, un petit peu moins d'assistance, et on se fait déjà extrêmement plaisir. Voilà les amis, nous arrivons au terme de cet essai. Alors je suis toujours aussi content de ces vélos. Ce sont des vélos plaisir, un plaisir absolu que j'ai à monter à chaque fois sur un wide. Je
pense qu'on peut très raisonnablement se contenter du modèle 2024 ou 2025. Le 2026 apporte quelques petites améliorations. Le compteur bien pratique, mais on pourrait éventuellement le mettre au cintre. Les freins un tout petit peu plus efficaces. Si quand même, autant les suspensions, je pense qu'on peut faire assez facilement l'économie des 700 balles des deux suspensions, même si d'un point de vue esthétique je trouve que c'est quand même une petite touche, un petit cachet sympa. Autant sur le moteur, pour les plus furieux d'entre nous, et je me mets dans l'eau, il n'y a aucun problème, je trouve que ce moteur CX-R apporte une petite patate, une petite étincelle supplémentaire, en particulier dans les forts pourcentages et les grosses difficultés. Il a vraiment ce petit supplément d'âme, comme on dit, qui permet bien de se surpasser. Et c'est ainsi que j'ai pu vaincre un certain nombre de coms avec ce moteur encore un petit peu plus facilement qu'avec le CX normal. Une fois de plus, on y reviendra, je ferai la compa très exacte, très précise des deux moteurs dès que j'aurai reçu mon deuxième wide. Faut pas oublier non plus que là, ce vélo, on arrive quand même sur un total d'environ 9 700 €. Avec ces options, ça commence à faire vraiment un sacré billet. Par contre, ce qui n'enlève rien, absolument rien à l'agrément de ce vélo, même avec les suspensions performance au lieu de factory et avec le moteur CX au lieu de CXR, vous serez certainement ravis de votre achat. C'est pas trop lourd. Pesé à moins de 24 kg, 23,7, 23,8 à peu près dans l'état. Donc pour un gros vélo d'enduro, c'est quand même déjà remarquable et c'est dû en grande partie à la qualité de construction du cadre. Orbea est un orfèvre en la matière et c'est pour ça qu'ils garantissent d'ailleurs leur cadre à vie. Ensuite, eh bien, l'efficacité, le plaisir, la capacité à se mettre au départ d'un enduro en faisant des spéciales, voire même du bike park en faisant des sauts et des sauts conséquents, tout ça c'est d'une polyvalence extrême. Bon, vous allez dire que je suis un peu dithyrambique, et oui, et je le regrette presque parce que j'aimerais pouvoir être plus saignant. Là, j'ai pas grand chose à dire. La seule chose, c'est peu d'évolution entre les modèles, une fois de plus, sauf cette évolution de moteur. Le reste, c'est déjà très 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 bon. Alors, dans l'absolu, qu'est-ce que je souhaiterais ? Peut-être encore un allègement, 2, 3, 4 kilos de moins. Je pense que pour l'instant, la technologie ne permet pas de le faire parce que soit ça serait au détriment de la solidité du cadre ou des suspensions, ce qui est absolument pas souhaitable. Soit ça peut venir de deux facteurs, le poids du moteur, donc là il y a encore un petit peu à gagner, et surtout le poids de la batterie. Là je suis sur un 750 Wh, on peut aussi choisir le 600 Wh et ça permet de gagner 1 kg, mais on perd bien sûr en autonomie, ce qui est pas tout à fait, je trouve, en harmonie avec le reste du vélo. Donc moi je reste fidèle aux 750 Wh. Mais là aussi, une 750 Wh, on est à 4 kg la batterie. Je pense que assez rapidement, dans les années à venir, on va avoir une évolution importante au niveau des batteries. Soit on aura des batteries beaucoup plus légères, je pense qu'on peut gagner facilement 2 kg sur ces batteries en restant sur entre 600 et 700 Wh. Et puis sans ça, on va aussi avoir les batteries solides qui vont arriver. Et là, on va avoir des autonomies qui vont devenir un peu plus importantes parce que vous l'avez vu, lorsqu'on veut jouer à la petite moto et qu'on se met en mode turbo et encore plus en mode race, eh bien forcément on tape vite dans la gourde et donc les autonomies descendent. Donc voilà ce que je pourrais souhaiter. Je pense qu'Orbea pour l'instant est au sommet de son art, et ne peut pas faire mieux, mais que peut-être d'ici 2, 3, 4 ans, on aura une évolution à ce niveau-là. Bon les amis, j'espère que tout ça vous aura intéressé. Je vous l'ai dit, il y a pas mal de choses à venir, y compris pour compléter ce premier essai. Donc n'oubliez pas de vous abonner, je compte sur vous. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!